Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons parlé d'un réformateur qui était Martin Luther. Comme promis, cette semaine, je vous parle d'un deuxième réformateur, c'est celui de Jean Calvin. Alors Jean Calvin était-il suisse? Parce que quand on pense à Jean Calvin, on pense immédiatement à Genève, et c'est vrai, puisque c'est là qu'il est enterré. Alors est-ce que Jean Calvin était suisse? Eh bien non. En fait, Jean Calvin est français. Il est né le 10 juillet 1509 en Picardie. Ça signifie donc qu'il était un contemporain, bien qu'étant un tout petit peu plus jeune, de Martin Luther. En effet, Martin Luther était né en 1483 et Jean Calvin en 1509, donc ils ont vécu une longue période en étant contemporains. Mais attaché à la réputation de Jean Calvin, il y a quelque chose qui revient tout le temps et auquel on pense, c'est l'assassinat de Michel Servet à Genève qui est passé au bûcher en 1553. Comment quelqu'un qui a pu être attaché à la parole de Dieu, qui a pu être un réformateur, en a pu-t-il arriver à une pareille extrémité? Eh bien, c'est en se penchant sur la vie de Jean Calvin, sa personnalité et la théologie qu'il a mise au point qu'on va arriver à comprendre. On ne peut parler de Calvin que en parlant de l'arrivée des idées de la Réforme en France. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, lorsque Luther a émis ces idées de la Réforme, elles se sont facilement répandues dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, dans le nord de ce pays. À l'époque, ces pays ne sont pas l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, etc. Non. À l'époque, tous ces pays, c'est ce que l'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Et là, il convient peut-être de faire un petit peu de géographie, et on va dire de géopolitique de l'époque, pour comprendre le modèle politique dans lequel la réforme s'implante. En effet, à l'époque, la France, oui, est un pays indépendant, mais elle a des frontières qui ne sont pas celles qui sont aujourd'hui. Ainsi, pendant un long moment, la frontière française s'arrêtait au Rhône, et tout ce qui était à l'est du Rhône, que ce soit le duché de Provence, le Dauphiné, le duché de Savoie, également une partie de ce qui est à l'est, par exemple Strasbourg, faisait partie du Saint-Empire romain germanique, ce n'était pas français. La France, c'était plus à l'ouest. Et dans le Saint-Empire romain germanique, il y avait un tas de petits princes et de petits ducs qui administraient certaines régions de l'empire. Et cet empire était souvent en proie à des dissensions, à des révoltes, à tout un tas de choses contre l'autorité impériale qui elle-même subissait pas mal de contre-coups et de coups bas à l'intérieur de la famille impériale pour prendre la tête de l'empire. On peut le voir que c'est arrivé puisque par exemple la Suisse est un nombre de cantons qui ont fini par prendre leur indépendance du Saint-Empire romain germanique jusqu'à une complète sécession qui a été signée par la paix de Westphalie. C'est donc pour cela que pendant un temps aussi, on va voir que des réformateurs tels que Calvin vont pouvoir se cacher en Suisse. Alors, comment la réforme va-t-elle par contre s'implanter en France? La France, fille aînée de l'Église, est catholique. Et à cette époque-là, contester la religion du roi, qui est François Ier, et c'est Charles Quint qui est sur le trône, on va dire, sur l'empereur du Saint-Empire romain germanique, eh bien, se révolter contre la religion du roi, c'est remettre en cause finalement l'autorité du roi. Et c'est pour cela que l'arrivée de la réforme en France va immédiatement et dans les années qui suivent déclencher beaucoup de troubles en France. Ce sera les guerres de religion.
À l'époque où elle arrive, et pendant le temps du calvinisme, il n'y a encore pas trop de guerre. Et c'est dans cette France-là que va naître Calvin, qui naît à Noyon en 1483, qui naît à Noyon en 1509, pardon, le 10 juillet 1509. Calvin n'est donc pas suisse, il est né en Picardie, il est picard du nord de la France. Il faut aussi dire que la réforme, lorsqu'elle arrive en France, elle s'implante surtout en ville. C'est une religion urbaine. Ce n'est pas une religion qui s'implante facilement dans les campagnes où l'on reste très attaché au catholicisme. Non, la réforme s'implante surtout dans les villes et dans certains cercles, c'est-à-dire le cercle des gens qui ne sont pas paysans, qui ne sont pas artisans, mais qui sont dans l'administration française, on va dire. Ainsi, le père de Jean Calvin était notaire pas du diocèse, mais de la cathédrale. Donc c'était quelqu'un qui était associé à la religion et qui pourtant était noble. Eh bien, c'est dans cette famille que naît Calvin. Ça explique peut-être aussi un peu plus tard, vu ses études, qu'il va adopter les idées de la Réforme. En tout cas, lorsque Jean Calvin naît, eh bien, Jean Calvin naît dans une famille catholique. Et traditionnellement, le père de Jean Calvin, qui est notaire, destine ses fils à devenir prêtres. C'est d'ailleurs pour cela que, après ses études, on va dire primaires, eh bien, Jean Calvin va intégrer le séminaire, va intégrer le monastère pour faire des études de prêtre. Mais il va en être retiré par son père qui estime qu'il gagnera plus en devenant avocat, et c'est pour cela qu'il le destine à faire des études de droit, et c'est pour cela qu'en 1532, Jean Calvin obtient sa licence de droit. C'est peut-être aussi à ce moment-là, lorsqu'il fréquente les écoles, qu'il fréquente des élèves, qu'il fréquente des professeurs, qu'il est mis, ce Jean Calvin, en présence des idées de la Réforme, des idées émises par Luther. Et cela se voit vers ce qui va se passer par la suite et qui va avoir une incidence sur la vie de Jean Calvin. C'est ce qui se passe lorsque l'un des réformés, Nicolas Cop, est nommé recteur de ce qui est aujourd'hui le Collège de France. Donc on voit que c'est un réformé qui est nommé recteur. C'est ce que je vous dis, la réforme, elle a touché surtout des cercles de gens qui sont à l'intérieur de l'État. En tout cas, il y a une controverse à Paris entre les catholiques et bien sûr ceux qui défendent les idées de la réforme. Et voilà que Nicolas Cop, qui est nommé recteur de ce qu'aujourd'hui est le Collège de France, lors de son discours d'ouverture, eh bien, va faire un pamphlet pour faire adopter les idées de la réforme et aussi dire qu'il faut absolument réformer l'institution catholique. Cela provoque un tollé au point tel que Nicolas Cop est obligé de quitter Paris et de se réfugier à Bâle, en Suisse, pour pouvoir sauver sa vie. Mais malheureusement, eh bien, qui c'est qu'il y avait comme ami de Nicolas Cop? Il y avait Jean Calvin. Alors Jean Calvin est obligé de fuir et de se cacher, il va se cacher à Angoulême. Et essaye de penser que peut-être là, les choses vont se tasser et qu'il va pouvoir reprendre sa vie normale. Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, elles vont se détériorer par ce qui va s'être appelé l'affaire des placards. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire des placards? Eh bien, c'est pas du tout le placard à vaisselle, non, c'est quelque chose qui va, en quelque sorte, déboucher sur la persécution des protestants en France. Le livre que je vous ai parlé l'autre jour et que je vous recommande, d'ailleurs je vous le présenterai un jour, nous dit l'affaire des placards. Un peu plus tard, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, un placard, autrement dit une affiche extrêmement polémique, est apposée en plusieurs endroits de Paris et de plusieurs grandes villes de province. Le texte est un pamphlet contre les abus de la messe papale. Comble de la maladresse et de l'inconscience, le placard est affiché, si l'on en croit certaines informations, sur la porte de la chambre du roi.
Prenant très mal la chose, François Ier décide désormais de réprimer durement les thèses réformatrices inspirées conjointement par l'humanisme et par le luthéranisme. Il s'ensuit d'un coup d'arrêt décisif pour le protestantisme français. Et oui, suite à l'affaire des placards, Calvin ne peut plus se cacher à Angoulême, il craint pour sa vie, donc il est carrément obligé de fuir et il arrive en janvier 1535 en Suisse, à Bâle. C'est là où commence, on va dire, la théologie de Calvin, puisque c'est à Bâle qu'il va publier l'institution de la religion chrétienne, on va dire son ouvrage principal, exposé de la doctrine des réformés. Mais il ne va pas rester à Bâle. Il va essayer d'aller ailleurs, toujours dans le but peut-être de propager la réforme. Il va à Ferrare, en Italie, et il ne pourra pas y rester parce qu'il va être dénoncé, reconnu, et il va de nouveau retourner vers le nord. On le voit séjourner à Aoste, en Italie, puis devoir fuir à nouveau et retourner ailleurs. C'est là qu'on le retrouve à Paris pour gérer les affaires de famille. De Paris, il ne peut pas y rester, il s'en va à Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est une ville du Saint-Empire romain germanique, mais déclarée libre, il pense y être tranquille. Il va y être tranquille, mais pas tant que ça, puisqu'étant donné que c'est pratiquement sur la frontière, il y a de la guerre qui menace, guerre entre les troupes de François Ier de la France et les troupes de Charles Quint du Saint-Empire romain germanique. Donc, Jean Calvin ne peut pas rester à Strasbourg, c'est pour cela qu'en 1536, on le retrouve à Genève. Première arrivée de Calvin à Genève. Là, il va y rencontrer quelqu'un qui s'appelle Farel. Farel, c'est un réformé comme lui, et ils vont fonder en quelque sorte et faire prospérer la petite église des réformés de Genève. Mais là va commencer à apparaître l'autoritarisme et l'intransigeance de Jean Calvin. Ça va être très reproché d'ailleurs dans une affaire qui va opposer Berne et Genève. Donc là, on est dans une affaire suisse. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la politique et la religion sont très liées et que parfois, pour se rapprocher, une entité politique, pour se rapprocher d'une autre, le fait sur des questions religieuses. Et là, il est question de pain azime dans l'Eucharistie et Jean Calvin n'est pas d'accord du tout. Et il est tenu pour responsable de la brouille qu'il peut y avoir entre Genève et Berne, et puis son autoritarisme ne plaît pas et il est chassé. Donc, en 1538, retour à Strasbourg, où Calvin va y rester pendant 3 ans, jusqu'en 1541. En 1541, on demande à Jean Calvin de revenir à Genève. Qui lui demande ça? Eh bien, on va dire l'église réformée de Genève, qui s'est aperçue que depuis que Calvin est parti, eh bien, il y a moins d'assistance aux offices et que l'église est en quelque sorte sur le déclin. Alors, on fait revenir Jean Calvin à Genève. Est-ce cela qui va le rendre comme cela? En tout cas, à partir de là, on va découvrir un Calvin très autoritaire, voire même très méchant. Il faut dire qu'il va faire face, mais peut-être l'a-t-il provoqué lui-même, à une révolte, la révolte de ce que l'on appelle les libertins. Alors ce n'est pas les libertins que l'on connaît aujourd'hui pour d'autres raisons, non, ce sont des gens qui sont issus des familles riches de Genève et qui s'en sont pris à Calvin parce qu'on reproche à Calvin eh bien, son intrusion dans la vie privée, son intrusion dans ses règles tatillonnes sur la vie. Ainsi, par exemple, cette jeune fille qui s'appelait Françoise Fabre avait été condamnée pour avoir enfreint les lois contre la danse. Ces attaques qui viennent des libertins qui s'en prennent à Jean Calvin seront durement réprimées par Jean Calvin lui-même. Ainsi, en 1547, un de ces libertins, Jacques Gruet, est arrêté. On le torturera et sous la menace, il avouera avoir menacé Dieu, ses ministres et tout ordre religieux. De ce fait, il sera décapité. Oui, on commence à comprendre qu'avec la théologie de Jean Calvin,
on ne discute pas et que ceux qui s'opposent à lui finissent mal. C'est là où un peu plus tard va arriver la terrible et fameuse affaire de Michel Servet. Nous sommes en 1553. Jean Calvin est toujours à Genève. Qui était Michel Servet? Michel Servet, c'était un réformé, mais c'était aussi un fugitif, comme l'était Calvin. Il était un médecin espagnol. Il avait dû fuir l'Inquisition lorsqu'il avait montré qu'il était attaché aux idées de la Réforme. Expulsé d'Espagne, il s'était réfugié à Berne, en Suisse, mais le malheur de Michel Servet, c'est d'avoir encore des idées plus réformatrices que les autres. En effet, Michel Servet n'est pas d'accord avec la Trinité et il l'affirme. C'est pour cela qu'il est expulsé de Berne et qu'il doit retourner en France, tout en se cachant. C'est là où, par un intermédiaire d'un Lyonnais, il est mis en rapport avec Calvin et qu'ils échangent des courriers. Et la querelle entre les deux hommes va prendre de l'ampleur et va même devenir très importante lorsque Michel Servet va renvoyer le livre de Calvin, le premier qu'il avait écrit, c'est-à-dire l'institution de la religion chrétienne. Michel Servet l'a annoté et a marqué à l'intérieur tous ceux dont il n'est pas d'accord avec Jean Calvin, et il lui l'a renvoyé. Là, ça a le don de rendre Jean Calvin tout à fait furieux, et il dira, si jamais il met les pieds à Genève, il n'en sortira pas vivant. Eh bien, malheureusement, c'est ce qui va arriver. En effet, alors que Michel Servet se cache à Vienne, il finit par être reconnu et arrêté par les autorités catholiques. Il est assez malin pour les tromper, pour s'évader de prison et prendre la route de l'Italie où il espère se cacher. Mais sur la route de l'Italie, mal lui en prend de faire une halte à Genève. À Genève, il est reconnu, il est arrêté et il finit en prison. Là, on lui donne le choix, soit tu retournes être jugé en France, soit tu es jugé à Genève. Conscient du sort qu'il attend en France, passé sur le bûcher, Michel Servet s'imagine qu'avec Jean Calvin, il pourra bénéficier d'un traitement de faveur. Eh bien, pas du tout. Étant donné que Calvin le déteste parce qu'il a mis en doute sa théologie, eh bien, Michel Servet sera condamné au bûcher. C'est ainsi que, en 1553, Michel Servet est passé sur le bûcher à Genève, et le comble des choses, c'est qu'on alimentera le bûcher avec du bois vert, ce qui fera que l'agonie de Michel Servet sera extrêmement lente, parce que le feu qui doit le tuer sera extrêmement lent. C'est le crime qui est associé à Jean Calvin. La suite de la vie de Jean Calvin jusqu'à sa mort le 27 mai 1564 à 54 ans n'est qu'une lutte continue contre les libertins qu'il fera expulser de Genève, et enfin son autoritarisme lui permettra de régner sur l'Église réformée de Genève jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que l'on peut retirer de ce que nous a enseigné la vie de Jean Calvin? Eh bien que la connaissance de la Bible ou l'étude des textes ne rend pas nécessairement quelqu'un meilleur. Pire, l'autoritarisme de Jean Calvin l'a rendu perméable à toute notion de pitié, toute notion de miséricorde et toute notion d'entente avec les autres. Tous ceux qui s'opposaient à ces idées étaient irrémédiablement liquidés. Les idées de Jean Calvin sont devenues les idées de pas mal d'églises que l'on retrouve aujourd'hui. Car c'est lui, si Martin Luther avait émis l'idée de la réforme, c'est Jean Calvin qui a mis, en ligne et par écrit ces idées et institué la religion protestante. De plus, le courant calviniste a inspiré de nombreux mouvements que l'on a retrouvés par la suite. Le puritanisme, qui va se développer en Angleterre, est directement issu du calvinisme, puritanisme qui va être exporté aux États-Unis et que l'on retrouve dans de nombreuses dénominations et sectes qui sont apparues aux États-Unis.
Ainsi, il n'est pas étonnant pour nous qui avons vécu dans des groupes tels que les Témoins de Jéhovah, chez les Mormons ou dans certains groupes, on va dire, très autoritaires, de retrouver l'autoritarisme de Calvin. Et si, à l'époque, eh bien, Calvin passait ses opposants par le feu, ou eh bien, aujourd'hui, on voit que l'apostasie, eh bien, est réprimée de la même façon, par exemple chez nous, chez les Témoins de Jéhovah, lorsque la personne déclarée apostate n'est pas passée au bûcher parce qu'ils ne peuvent plus le faire, mais est tout simplement exclue et ostracisée et considérée comme une personne morte. C'est ni plus ni moins que les idées de Jean Calvin, mais on va dire le pire de ce qu'a été l'autoritarisme de Calvin, qui est institué dans les religions que l'on retrouve aujourd'hui, directement issues du courant calviniste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce personnage. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo faite sur ce personnage. Alors je reprécise encore, je ne suis pas historienne, je suis simplement passionné d'histoire. Et si certains historiens veulent apporter, on va dire, des précisions ou des controverses concernant ce que je dis, je suis prête à recevoir toute remarque qui est faite à ce sujet. En tout cas, je souhaite à chacun d'entre vous une bonne fin de semaine. D'autres vidéos seront publiées dans les jours qui viennent, mais j'essaie de vous faire connaître tout cela pour vous montrer quelle est l'inspiration des groupes que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être d'autres personnages seront-ils de traiter. J'ai envie de parler de William Miller, qui est un personnage beaucoup plus pressant, beaucoup plus récent, issu du 19e siècle, mais qui est intéressant d'aborder aussi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et à bientôt. Merci, au revoir.